Maintenant, on va passer à la chronique. La chronique, on va parler de l'année 1988. On va se replonger dans le passé. Et on va parler plus particulièrement de McLaren. Alors, McLaren, 1988, c'est déjà l'association entre Senna et Prost. Donc c'est la première année avec Senna et Prost chez McLaren, donc la première année où ils seront ensemble. Pour vous mettre un petit peu le contexte, McLaren en 1988, c'est 16 courses sur la saison, 15 victoires. Voilà, comme ça déjà d'emblée, 15 victoires sur les 16 courses. Sachant qu'ils sont passés à ça de gagner l'ensemble des courses de la saison, mais ça on va y revenir juste après. 15 victoires, 8 pour Senna, 7 pour Prost. Je vais en reparler également, mais Senna du coup qui remporte le titre de champion du monde des pilotes. Avant toute chose, on va parler un petit peu du moteur en fait de la voiture, parce que ce moteur il est un petit peu intéressant. C'est un V6 turbo, c'est le dernier V6 turbo qu'on aura dans cette ère-là. Il est fabriqué par Honda. Honda, c'était globalement les meilleurs moteurs depuis la fin de l'année 85. Ils ont été champions du monde avec Williams en 86 et en 87. Et en 88, il y a une nouvelle réglementation. Mais en fait, la nouvelle réglementation, elle prend lieu qu'à vraiment à partir de 1989. Le but, c'est que l'année 1988 soit une année de transition où on récompense les voitures qui ne vont plus avoir de turbo, mais on autorise toujours les voitures à avoir un turbo. Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Les voitures qui sont équipées de moteurs atmosphériques, donc de V8 ou de V10 atmosphériques, ont une quantité d'essence absolument illimitée. Ils peuvent transporter autant d'essence qu'ils veulent. En revanche, les voitures qui utilisent encore des V6 turbo, qui étaient les moteurs jusqu'à présent qu'on avait dans toutes les voitures, ces voitures-là vont être limitées à 150 litres d'essence sur l'ensemble de la saison, enfin pour chaque course. Donc globalement, ça veut dire que les voitures qui utilisent encore les anciens moteurs sont très limitées et doivent rouler à l'économie, pendant que les voitures qui sont déjà passées à la nouvelle réglementation vont pouvoir rouler absolument comme elles veulent et pousser comme des dingues. McLaren, eux, avec Honda, ont choisi de rester sur l'ancien type de moteur, donc leur V6 turbo, qui marche très très bien, du tonnerre, quitte à devoir rouler à l'économie. Et bah ça a plutôt pas mal marché parce qu'ils ont gagné absolument quasiment toutes les courses. Et en gros, ils voulaient se laisser un petit peu plus de temps pour développer le moteur à partir de l'année 89. Et ils savaient qu'ils avaient un moteur quand même suffisamment puissant pour tenir pendant toute l'année. Comme je vous ai dit un petit peu auparavant, ils ont failli gagner toutes les courses. Il y a une course qu'ils n'ont pas gagnée. Cette course, c'est le Grand Prix d'Italie 1988. Cette course, on est à 5 courses de la fin du championnat. McLaren a absolument tout gagné. Prost et Senna sont les meilleurs pilotes du paddock, sans aucun doute là-dessus. C'est l'unique course qui n'a pas été remportée par McLaren. Pourquoi? Alors déjà, on a Prost qui abandonne car il ne peut pas finir la course vu qu'il n'aura pas assez d'essence. Il faut savoir qu'il y a eu une lutte assez acharnée entre Prost et Senna, à distance, mais quand même, qui fait que Prost a mis de la pression sur Senna et a forcé Senna un petit peu à rouler assez vite et donc à ne pas rouler à l'économie. Comme je vous ai dit auparavant avec l'histoire du moteur, ils ont une quantité d'essence qui est limitée, donc ils sont obligés de ne pas trop pousser sur le moteur. Certains disent même que c'était une technique de Prost qui a été faite un petit peu exprès pour empêcher que Senna finisse la course lui aussi, et donc qu'il ne marque aucun point, et donc que Prost ait toujours ses chances au championnat des pilotes. Bon, évidemment, ça n'a jamais été prouvé, mais potentiellement, ça aurait été une stratégie volontaire de la part du professeur. Donc, qu'est-ce qui se passe après que Prost abandonne? On a Gerhard Berger, qui est le 3e pilote en course, et qui est le 3e pilote au championnat, dans sa Ferrari, qui revient petit à petit sur Ayrton Senna, parce que, comme je vous ai dit, Senna a plus beaucoup d'essence, il est vraiment obligé de rouler à l'économie. Ensuite, Senna va rattraper un certain Jean-Louis Schlesser. Si vous ne connaissez pas ce nom, c'est plutôt normal, puisqu'il a fait une seule course en Formule 1. C'est un Français. Et sa seule course en Formule 1 se résumera à une collision avec Ayrton Senna, qui va empêcher donc McLaren par la suite de remporter l'intégralité des courses de la saison, ce qui est un petit peu dommage qu'on se rappelle de lui pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé globalement? Donc Schlesser était un retardataire, ils arrivent au Retifilo, donc la première chicane
à Monza. À l'époque, il y avait 2 chicanes à cet endroit-là. On peut voir qu'elles vont dans le mauvais sens. Schlesser rate son freinage. Il va un petit peu dans le gravier. Senna qui se dit bon bah il est dans le gravier, il va pas revenir ou il va revenir en galérant, je prends ma trajectoire normale. Finalement Schlesser qui a fait énormément de rallycross dans sa vie arrive totalement à maîtriser sa voiture au sein du gravier et à revenir sur la piste directement. Sauf que comme Senna a pris sa trajectoire de course normale, il a absolument pas vu que Schlesser revenait. Et patatras, Schlesser percute Senna par l'arrière. Senna est totalement hors de course. James Hunt, qui était commentateur à l'époque sur la BBC, a dit que le tort revenait à Schlesser, mais beaucoup de gens aussi pensent que Senna a vraiment pas laissé de place et que c'est un peu une faute partagée. Et on se retrouve donc au final avec une victoire de Gerhard Berger, vu que Senna est lui aussi contraint d'abandonner. Victoire qui est assez symbolique aussi parce que c'était le premier Grand Prix en Italie depuis le décès d'Enzo Ferrari, et c'est également la première victoire de Ferrari depuis le décès d'Enzo. Donc les tifosi étaient vraiment en transe, et puis c'était aussi un moment assez émotionnel lors du podium. Mais voilà donc comment McLaren est passé à ça de remporter toutes les courses de la saison, puisqu'après le reste des courses ont également été remportées. Tout ça grâce à un Français Cocorico. Pour revenir un petit peu... Non, pas mal, non? c'est Pas français. mal. C'est français. C'est pas mal. Il aurait été là, elle aurait insulté tous les noms parce que ça empêchait Oui. de gagner. Oui, bon. Il y a moyen que Romouy connaisse le nom de Jean-Louis Schlesser, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Peut-être qu'elle a une cible chez elle avec des fléchettes et la tête de Jean-Louis, on ne sait pas. À côté de celle de Jean-Marie Balestre. Voilà, évidemment. Et de Prost. Bon, bref, de beaucoup de gens de l'époque. Bon, pour revenir un petit peu sur la saison 1988, parce qu'au-delà de cet épisode de course qui est quand même un petit peu fortuit, ça reste une saison absolument incroyable pour McLaren et pour ses pilotes. Ayrton Senna, 1988, c'est son premier sacre. C'est 8 victoires sur les 16 courses, 11 podiums. Il aura été champion du monde deux fois ensuite, en 1990 et 1991, donc 3 titres au total. C'est la première année vraiment où il a été... tout le monde connaissait son talent, mais il a vraiment été mis en lumière au sein de cette McLaren. On lui reconnaît un pilotage vraiment exceptionnel, notamment sous la pluie. Par exemple à Monaco, où en 1988, donc pour le Grand Prix de Monaco, il a tout simplement mis un tour à tout le monde, sauf à son coéquipier Alain Prost. Très rapidement sous la pluie, en moins de 60 tours. Tout ça pour, au final... ne plus être concentré, perdre le contrôle de la voiture, spin et se manger un mur, ce qui va lui détruire sa... pas sa transmission, sa suspension, pardon. Voilà, sa suspension, comme on peut le voir sur cette image, qui le contraint donc à abandonner. Tout ça à 10 tours de l'arrivée, donc au final on a une victoire de Prost. Et ce qui est un petit peu marrant, c'est que Senna est directement rentré chez lui à Monaco après cet abandon. Il n'est pas repassé par l'écurie et l'écurie n'a absolument plus entendu parler de lui de toute la soirée jusqu'au lendemain. Donc Senna, qui avait un appartement à Monaco, a dit « Allez, c'est bon, je me casse, j'en ai marre. » Oh, j'en ai connu d'autres, on en a vu d'autres à Monaco. Hein. Oui, c'est pas le seul. Rosberg, il avait pas fait un truc pareil aussi? C'est possible. Ça me dit rien. Oh, c'est possible, hein. C'est possible. De l'autre côté, on a Alain Prost, plutôt opposé. Alain Prost, c'était donc surnommé le professeur, c'était la régularité incarnée. Pour vous donner une idée, Alain Prost, c'est 7 victoires contre 8 pour Ayrton Senna sur cette saison-là. C'est 14 podiums sur les 16 courses, dont 2 abandons. En fait, il a marqué il a fait que des premières ou des deuxièmes places sur l'ensemble de la saison, hormis ces 2 abandons. Un abandon sur pas de mécanique et un abandon, comme on l'a dit, à Monza, parce qu'il n'aurait pas pu finir la course en termes d'essence. À part ça, c'était que des premières et des deuxièmes places. Donc en termes de constance, on est pas mal. D'ailleurs, toutes ces premières et deuxièmes places, ça fait qu'il avait au final plus de points que Senna si on cumule l'intégralité des courses de la saison. Sauf qu'à l'époque, il y avait encore des règles qui comptaient un certain nombre de courses pour le championnat. Donc en 1988, c'était seulement les 11 meilleurs résultats qui comptaient pour le championnat. Ce qui fait que bien que Prost avait 105 points et Senna 94, au final, les points retenus, ça faisait 87 pour Prost et 90 pour Senna, qui avait globalement plus de victoires en fait. C'est la con.
Et ouais, sinon c'était Prost qui serait champion, et de beaucoup en plus. Hein. Et derrière, on avait Berger qui était 3ème au championnat, mais loin derrière, pour vous donner une idée, il avait 41 points, avec la règle ou sans la règle, donc moins de la moitié des deux autres. Voilà. Ça me rappelle une certaine saison. Tout va bien. Comme ça n'est Tout va bien. pas. C'est Tout va bien. stratosphérique. C'est Aberrant, horrible. C'est aberrant, ce système de points à l'époque. C'est C'est aberrant. malsain presque. Ça en Ah devient oui, malsain. oui. Bon, alors, on peut pas parler de la saison de McLaren sans parler de cette voiture absolument légendaire, la MP44, totalement dominante. Souvent considérée d'ailleurs par beaucoup de gens comme la voiture la plus dominante qui n'ait jamais existé dans une saison de Formule 1. Oui, 15 victoires en 16 courses. 15 victoires en 16 courses, limite 16 honnêtement, parce que ça s'est joué à 2 tours de la fin et c'est mais une non. bêtise quoi. Non, non. La voiture était largement capable d'aller chercher les 16 victoires. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait avant, ça n'a jamais été fait après, pour l'instant. Peut-être que ça changera d'ici la fin de l'année, on verra bien. Cette voiture, c'est une collaboration entre Gordon Murray, s'il vous plaît, et Steve Nichols, qui a été responsable du châssis, Forcément. sous la supervision d'un certain Ron Dennis, s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est des noms qui sonnent certaines cloches à des gens. Donc 15 victoires, comme je l'ai dit, et 15 pole positions aussi en 1988. C'est pas mal du tout quand même. Ah, ils ont pas les 16 pôles. Ça passe. Ils ont pas les 16 pôles. J'ai pas retenu quelle course ils ont pas eu la pole. Mais bon, déjà 15 sur 16, c'est pas mal hein, en termes de pole position. Et donc pour vous donner un comparatif, alors comme j'ai dit, C'est Berger. Voilà. Ah oui, ça c'est Berger. Mais c'était où? Je suis en train de chercher. Et je sais pas. Bon, on verra bien. Je voulais en profiter quand même pour reparler de quelques voitures qui ont été quand même aussi considérées légendaires à leur époque et ultra dominantes. Peut-être pas autant que la MP44, mais qui s'en rapprochent. Hein. C'est une petite sorte de palmarès des meilleures voitures qui ont eu lieu en F1. Alors c'est une liste non exhaustive, hein, ce sont quelques exemples seulement. Très tôt en Formule 1, on avait la Ferrari Type 500 en 1952 et 1953. Alors, c'était une réglementation de Formule 2. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça mériterait une chronique à part entière sur pourquoi il y a eu de la Formule 2 en 1952-1953, c'est un peu particulier. Mais globalement, le championnat de F1 s'est fait sur des réglementations de F2. Et on se retrouvait avec cette voiture, la Ferrari Type 500, qui a offert 2 titres à Ascari. Voilà, rien que ça. 9 victoires consécutives en 52 pour Ascari, 7 victoires consécutives en 53 pour Ascari. C'est plutôt une bonne voiture. On a la Williams, la FW14B, qui a roulé en 1992, exactement, la voiture de Mansell, designée par Patrick Head et Adrian Newey. Elle est Rien que plus ça. emblématique, celle de la suivante, elle est plus emblématique avec le 0 noté sur le capot. Je trouve que Oui, alors c'est la voiture ici, effectivement, c'est celle de Riccardo Patrese. C'est pas celle de Nigel Mansell. Mais bon, de toute façon, ils avaient la même voiture, hein, c'est pas des Red Bull MDR. La phrase. Gerhard Berger a eu sa bonne position au Grand Prix de Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, d'accord, merci pour Et l'information. juste pour info, Ayrton Senna a quasiment pris tous les autres pôles. Hein. Voilà, oui, Non, on l'a pas précisé, mais Ayrton Senna, c'est c'était un peu Mr. Saturday de l'époque, hein, voilà. C'était Mister à Tout. l'époque. C'était Mister Tout. Voilà, c'est ça. C'était pas dimanche matin, le qualif. Ah, peut-être, j'avoue. Je sais plus. Bon, on s'égare. Donc oui, revenons à Nigel Mansell. Donc Nigel Mansell, c'est donc le titre en 1992, s'il vous plaît. 9 victoires sur 16 courses, plus une victoire pour Riccardo Patrese. Donc on a 10 victoires sur 16 courses, ce qui est quand même déjà vraiment pas mal. Ensuite, on a la Ferrari, la fameuse, la F2004 de Michael Schumacher. Bon, Ferrari à cette époque-là, on aurait pu en mettre plusieurs, mais je pense que la F2004 c'est la plus emblématique, donc designée par Ross Brawn, enfin pas designée par Ross Brawn, mais sous le commandement de Ross Brawn. C'est le dernier titre de Michael Schumacher, 13 victoires sur 18 courses, 15 pôles et 15 victoires pour l'ensemble de l'écurie, donc avec son compère Rubens Barrichello. Plutôt une belle domination aussi. Au niveau des stats. Hein. Voilà, c'était l'époque où Ferrari avait un patron français. Peut-être que ça reviendra avec notre ami Fred Vasseur, on verra bien. Et enfin, je voulais terminer par la Red Bull de Sébastien Vettel, notamment celle de 2013, la RB9.
Designé encore par Adrian Newey, un certain Adrian Newey, il revient beaucoup, dis donc ce petit. C'est qui celui-là, dis donc? C'est qui celui-là? Un chauve. Qui C'est un qui chauve c'est encore. Je me demande s'il va de nouveau gagner des titres constructeurs, tiens donc. Faudra Ah, regarder les. dis donc. on Ah, verra dis plus donc, tard. ce serait Mais bizarre bon, ça. après, comme dit Toto Wolff, les archives, les histoires, personne ne Ouais, lit. c'est des trucs pour Wikipédia, ça, de toute façon. Oui. Hein. D'ailleurs, Les trucs de Wikipédia, c'est pas intéressant, personne ne les lit. vous êtes sur Wikipédia. À part nous, à part nous, à maintenant. part nous. Exactement. À part le Pitfall, il y a personne d'autre qui les lit. Donc la RB9, c'est la voiture qui a donné le dernier titre à Vettel en 2013, son 4e titre, 13 victoires sur 19, dont 9 victoires consécutives, qui était un record qui était détenu jusqu'à maintenant par Sébastien Vettel, mais qui vient d'être battu par un certain Max Verstappen. Max Verstappen qui apparaîtra peut-être avec sa Red Bull actuelle dans ce genre de liste d'ici 10 ou 20 ans. 10 ans. Ça pourrait Ouais, être assez c'est intéressant, mais effectivement, donc, Max Verstappen qui On sera est toujours Red là Bull. pour lire les records de Wikipédia. C'est ça. Red Bull qui pourrait encore jouer cet exploit qui n'a jamais été réalisé jusqu'à maintenant, de remporter toutes les courses d'une saison. Et c'est assez fou de se dire qu'on est potentiellement en train de le vivre. On a tendance des fois à oublier un petit peu que la domination, ça peut C'est être vrai. relou, mais Jusqu'à Monza, que j'y croyais pas, et maintenant que Ouais. Monza est passé, bon bah. c'est J'y exactement crois pareil beaucoup. pour moi. Ouais, moi, on y À croit. Monza, je me suis dit, allez, s'il y a une victoire Ferrari ou si c'est Monza. Puis bah, elle est pas là. Donc, Donc, je c'est vois pas, vraiment, à part les deux DNF, je ne vois pas à quel moment Red Bull ne gagne pas cette année. Oui. En fait. Je sais pas si Verstappen va réussir à gagner toutes les courses jusqu'à la fin de la saison, parce que bon, un abandon est quand même vite arrivé. Mais Red Bull va le Perez gagner. devrait quand même être là pour récupérer la victoire. On sait pas, ça reste difficile quand même. On parle quand Ouais, même bien déjà sûr, bien sûr. de 8 courses d'affilée à gagner, c'est beaucoup. Énorme, c'est énorme. Le but de Perez, c'est que si Max ne peut pas gagner, c'est lui qui doit gagner. Ouais. Quoi. Et c'est C'est- énorme, 8 courses. En plus, c'est 8 courses avec un rythme beaucoup plus soutenu qu'il y a quelques années ou quelques générations de F1 où il y avait 13, 14 Grands Prix. Quoi. Là, Ah, puis surtout, c'est pas. Enfin, en termes de stats, on est sur de la pure domination de Red Bull. Mais en termes de pistes, on a quand même des voitures qui sont assez rapprochées, notamment derrière, de la 2e à la 5e position, c'est souvent assez rapproché. Mais c'est aussi Max Verstappen, hein, voilà, qu'on se le dise, au bout d'un moment, il est vachement rapide, le bougre. Hein. Et là, il n'y a pas que la voiture. C'est Red Bull, mais c'est le combo Max et Red Bull qui fait que Ouais, c'est exactement. exceptionnel. Quoi. Comme Ferrari avec Schumacher, il y a souvent des Oui. paires comme ça. Oui. Bon, en 88, il y avait une certaine paire avec 2 pilotes qui étaient excellents, donc à ce niveau-là, ils ont quasiment tout gagné. Mais ouais, c'est assez impressionnant. C'était comme de Mercedes Hamilton. ouais. Il y a eu des duos exceptionnels. Ouais, on aurait pu rajouter. On aurait pu rajouter effectivement la Mercedes de 2016, hein, où Rosberg et Hamilton ont gagné 15 courses, je crois, ou 16 courses sur l'ensemble de la saison. Il y a eu évidemment beaucoup de voitures 18, dominantes. Je crois, sur 18 ou 19 courses. Ouais, c'était. Je crois qu'il y a 2 courses où ils n'ont pas gagné. Donc, 2014, les Mercedes étaient très dominantes aussi. ouais, 2004. De toute façon, c'est ça en fait. Avec les Mercedes saisons était dominantes, relève. même les Red Bull juste avant, McLaren, il n'y a pas eu que la MP44. Ouais, hein. mais là, cette année, Oui, c'est vrai. on part sur un. Après, hein. après, quand on regarde le calendrier qui nous reste, on n'a pas non plus les circuits les plus faciles qui arrivent. Ouais. Aussi, À voir. il y a aussi, Mais bon. ça aussi, mais je veux dire, après, c'est sûr que pour le moment, ils ont l'air d'être intouchables sur n'importe quel circuit. Singapour. Ce qui est assez impressionnant avec Red Bull, c'est qu'ils font pas d'erreur au-delà de la performance de la voiture. Oui, Leurs il pit y a ça stops aussi. sont Oui, c'est ça, oui. absolument incroyables. Leurs stratégies sont toujours on point. Ils ont pratiquement aucune pénalité. Japon, peut-être, s'il y a un red flag avec de la pluie, ça peut rebattre les cartes. Qatar, Qatar peut se passer peut-être. des choses. Qatar, ça peut se passer des choses. Qatar, il peut se passer des choses. USA, Austin. Ça va beaucoup dépendre du Mexico, facteur Verstappen. Mexico. Le Red Brésil, Bull, peut-être. Le Brésil, Brésil, il peut se passer des choses. Red Bull, ils sont trop rapides. Et après Et Vegas, Las Vegas, c'est la vitesse de pointe, ça va être pareil. Et à Abu Dhabi, la voiture elle est chargée comme une mule en aéro et elle dépose tout le monde. Donc, voilà. Et Si Red Bull arrive à
à remporter les 8 courses qui nous séparent de la fin de la saison. Bon, déjà, non seulement ils auront réussi ce que personne n'aura réussi avant eux, dont McLaren en 88, c'est-à-dire 100% de victoire, De win rate. mais surtout de win rate. de win rate, voilà. Mais surtout, ils l'auront fait sur 22 courses. Et ça, Ouais, sur 22 courses, ça c'est un exploit. Ouais. fou. Déjà, une win... Non, mais ça sera légendaire s'ils font ça. Légendaire. Déjà, pour une écurie, gagner 22 courses en F1 dans toute ton existence, c'est quelque chose de fou. Et Est-ce qu'on 22 n'est pas en courses train en une de saison. leur apporter l'œil de Sauron finalement? Et est-ce que c'est pas Oui. un peu ce que les gens Oui. voudront? Ah, oui, on aimerait tous. Après, c'est mérité, donc voilà. Oui, s'ils le font, S'ils ça le sera font, entièrement mérité. Ce sera Franchement, mérité, on chapeau, sera super franchement. content pour eux. Ah ouais, non, S'ils le font pas, on sera clairement, content d'avoir quelqu'un d'autre aussi. Si, Juste, s'ils le font, profitons, je troque mes bières pendant les soirées du pitbull contre de la Red Bull. Oh non. Donc j'espère sais- vraiment Ah, qu'ils non. ne le font Euh, pas. Ah non, oh non, non. En parlant de Ah ça, non, je sais plus qui disait ça. C'était peut-être Toto Wolff, mais je suis pas sûr. À vérifier. Ferrari, Bettini, Euh, ils ont fait un truc. Qui disait, mais je sais pas. Ah non, c'était je sais plus. Bref, il y a une des personnalités de la F1 qui disait, je sais pas ce qu'ils boivent chez Red Bull, mais tout est parfait chez eux cette saison. Bah, de la Red Bull. Qu'est-ce que tu veux qu'ils boivent de la Red Bull? C'est littéralement Monster, la seule écurie où Monster. t'as la réponse dans le nom, quoi. C'est. Il n'y a pas plus évident. Non, mais Donc voilà, ça c'était pour la saison 1988 de F1. je m'achète un maillot, je m'achète un maillot Red Bull s'ils font toutes les victoires. Une casquette Allez. Max Verstappen. Deal. C'est annoncé. Je un m'achète maillot une de Red Bull pour la France, première fois de ma les vie. Voilà. Je goûte une Red Bull en Je direct. goûte sur une le Red Bull en pitbull. direct, ça va être J'ai dégueulasse. envie de On va dire faire- un on va truc faire- parce que On va faire un live tellement. dégustation. On va faire un Mais, live dégustation. Je non, goûte non, une je- Red Bull au micro-ondes, voilà, je le dis. Je sais pas, moi je revends mon merch, Ferrari et Alpine et j'achète du Red Bull. Ah, C'est cher quand même. oh, c'est Non, dur ça quand va même. faire hein. mal, Oh, hein, c'est quand dur. hein. même. Après, Ouais, non, t'es pas pour ça. faut qu'il le fasse.